Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dans lesquels nous allons parler cette semaine des difficultés de la filière BTP qui tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois maintenant. Nous allons parler avec nos invités, Daniel Oshida qui est entrepreneur et membre de la Fédération calédonienne du BTP, Alexandre Lafleur, le président du FSH, François Lebris qui est gérant d'une société de plomberie et Christian Bruges qui est architecte. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour faire un point, pour commencer, Daniel Oshida, quand on parle de difficultés aujourd'hui dans la filière BTP, on parle de quoi? Il y a eu on parle de 3000 emplois menacés dans l'année. Où est-ce qu'on en est exactement? Merci Jean-François de me donner cette opportunité. En propos liminaire, je voudrais que tout le monde comprenne bien ce que c'est que la crise du BTP actuelle. Parce qu'il me semble que dans le public, en général, c'est pas assez perçu. Ou c'est plus grave, c'est que je pense que chez certains responsables politiques, c'est pas du tout perçu. Donc, le BTP est bien en crise, pas de doute là-dessus. Nous avons perdu 20% de notre chiffre d'affaires depuis 5 ans. Pour vous situer, c'était à peu près 120 milliards dans les bonnes années. On est descendu à 100, 80, 60, 40 et aujourd'hui en 2024, on se demande si on aura 30 milliards de chiffre d'affaires à faire. Donc vous imaginez les difficultés qu'on va rencontrer. On a perdu 34% en effectif. Donc on est passé de 9000 personnes à 6000 personnes. On a les contrats de développement qui ont été divisés par 3. Faut remarquer aussi qu'il y a 30% des entreprises qui sont des entreprises de BTP dans les liquidations. Donc ça, c'est quelque chose qui parle. Et donc, pour résumer, avant, on avait un secteur public structuré, avec des commandes publiques. On avait un secteur dynamique, un secteur privé, dynamique. On avait une visibilité sur 2 ans à peu près. Et aujourd'hui, où on en est, on a un secteur privé à l'arrêt, avec l'environnement politique. On a une commande publique en berne, et la visibilité, elle est réduite à 3 à 6 mois, pour l'ensemble des entreprises. Il n'y a pas d'exception. Et enfin, excusez-moi d'être un peu long, mais il y a un indicateur qui est très parlant, c'est la consommation de ciment. C'est directement corrélé à l'activité du BTP, puisqu'on ne construit pas trop en bois ni en autres matériaux. Le matériau principal utilisé, c'est le béton. Donc aujourd'hui, on a en 2024, ou 2023-2024, on en est arrivé à une consommation du niveau de celle des événements de 84-85. Vous imaginez. Donc, c'est comme si vous analysiez l'activité des rouleurs avec la consommation de carburant. Voilà. Donc, là, c'est très parlant. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que tout le monde intègre bien que le BTP est en mort clinique. Il n'est plus le temps de dire qu'il est en souffrance. Aujourd'hui, les entreprises sont dans le coma. Et donc, il va falloir trouver quelque chose pour les réveiller. Alors, c'est tout le secteur du BTP. C'est ce qu'on va aussi montrer dans cette émission parce qu'il y a le gros œuvre. Il y a aussi ce qu'on appelle le second œuvre, c'est-à-dire les entreprises qui interviennent sur des corps de métiers spécifiques, électricité, plomberie. C'est votre cas, François Lebris. Votre société, elle aussi, est en difficulté. Vous subissez les contre-coups, vous aussi, évidemment, de ce ralentissement du marché? Bien entendu, de plein fouet. La totalité des strates du BTP est en difficulté. Ça va du gros œuvre au second œuvre, aux marchands de matériaux, loueurs de matériel. On est tous en grande difficulté. Et il faut l'entendre, c'est une réalité. Dans votre société, par exemple, si vous prenez votre cas personnel, vous avez des salariés, vous posez des questions aujourd'hui sur la pérennité de votre activité, voire sur des réductions d'effectifs? Mais les réductions d'effectifs ont déjà eu lieu. Là, on est en mode survie, comme le disait Daniel Oshida. On était 20, on est 8. Et c'est le seuil minimum pour pouvoir envisager de travailler. En dessous de ça, on est incapable de faire un chantier conséquent. Gros, petit d'ailleurs. Il faut et on est à l'os. On est à l'os et j'appelle tous les gens qui nous écoutent à nous entendre. On est au bout du bout. Donc il faut une réaction rapide. C'est toute la filière du BTP qui est touchée. On n'oublie pas non plus les architectes parce que forcément, lorsqu'il n'y a plus de construction, il n'y a plus aussi de travail d'architecte. Christian Bruges, ça va être la même question posée aux 2 premiers intervenants. Où est-ce qu'en est la profession aujourd'hui? Est-ce que vous aussi, vous sentez un ralentissement dans l'activité et dans les commandes qui pourraient être passées?
Oui, donc effectivement, on voit une nette baisse depuis des mois. Les nouveaux projets ne sont plus en étude. Donc c'est vrai que les architectes ont cette particularité d'être un peu en amont, bien en amont, puisqu'ils sont depuis la naissance du besoin. Et effectivement, ça fait quelques mois qu'il n'y a pas de nouveaux projets qui rentrent. Donc forcément, à un moment donné, ça arrive aux entreprises ce qu'on ne conçoit pas n'est pas construit. Alors pareil, est-ce qu'aujourd'hui vous constatez que le nombre d'architectes, ou en tout cas dans les cabinets, le nombre de collaborateurs réduit? Est-ce qu'il y a une réduction, une contrainte sur l'activité des architectes et des conséquences sur les bureaux d'études et sur les cabinets? Alors, il y a effectivement je dirais, on est dans des périodes un peu de transition. Après Covid, il a fallu se restructurer, avoir des cabinets beaucoup plus petits et plus maniables en fonction du travail. Donc effectivement, le métier a un peu changé dans sa façon de travailler. Et ce changement a déjà été fait avant. Donc aujourd'hui, on est plus sur une adaptation par rapport à la quantité de travail qu'il y a. Donc la plupart des cabinets sont plutôt restructurés petits en sortie de Covid. Donc, on est plus dans la maniabilité, donc on évite peut-être d'embaucher lorsqu'il y a un peu trop de travail, parce qu'on sait qu'il y a des périodes creuses, on travaille énormément par pic. Donc c'est plus une adaptation, mais effectivement, le nombre d'architectes, il y en a qui sont partis à la retraite, et effectivement, le nombre d'architectes a baissé. On est un peu moins, on était, je crois, dans l'ordre de 50 à peu près il y a quelques années. Aujourd'hui, on doit être à peu près une trentaine pour couvrir toute la Calédonie. Donc, ce qui n'est pas non plus à l'échelle de la métropole, on devrait être 80 si on compare à la population calédonienne. On va écouter dans un instant Alexandre Lafleur, président du FSH, mais avant cela, je me retourne à nouveau vers Daniel Ochida et François Lebris. Du coup, dans votre activité, c'est quoi? C'est de l'adaptation permanente à laquelle vous êtes soumise sur les effectifs? Comme il n'y a pas de visibilité, vous faites comment? Vous naviguez à vue, Daniel Ochida? Écoutez, d'abord, comme je le disais, ça a été une mort lente. C'est depuis 5 ans, on tire la sonnette d'alarme. Donc petit à petit, on a diminué d'effectifs. Les chiffres sont là pour le prouver. Donc au niveau des entreprises, bien sûr, on a suivi le mouvement. Le non-renouvellement des départs à la retraite, du licenciement, des départs volontaires, etc. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point tel qu'on envisage le chômage partiel. Parce que c'est la seule solution, par manque d'activité. Si on conservait un minimum, comme disait François, si on veut conserver un minimum de structure dans l'entreprise, on est obligé de conserver ce noyau dur. Donc on va faire appel au chômage partiel en espérant, bien sûr, que derrière, il y ait de l'activité qui reprenne. Si vous n'avez pas d'activité qui revienne, c'est carrément la fermeture de l'entreprise qui est envisagée. François Lebris? Oui, exactement, c'est Christian ça. Lebris, pardon. Non, François. Ça demande de la flexibilité, d'une capacité d'adaptation que les entrepreneurs et les salariés des entreprises ont su conserver et garder à l'esprit. Mais c'est un travail effectivement de tous les jours et on adapte la structure de la société. On est polyvalent et on fait face, mais sans réelle perspective. Donc au jour le jour, on avance. Alors Alexandre Lafleur, vous êtes président du FSH, je le disais, on entend beaucoup le monde du BTP dire que la commande publique aujourd'hui est terriblement ralentie. Comment vous observez toute cette évolution et qu'est-ce que les bailleurs sociaux peuvent faire ou proposer? Parce qu'on parle beaucoup de rénovation, le marché de la construction est quand même aujourd'hui extrêmement ralenti. Est-ce qu'il y a des pistes quand même qui pourraient dire il y a une manière peut-être de faire encore travailler un certain nombre de personnes? Alors oui, effectivement, les marchés en gros du pôle BTP, il y a 3 types. Il y a les marchés purement publics, les marchés effectivement des bailleurs sociaux, qui étaient des marchés très importants ces dernières années, et les marchés privés. Au niveau des bailleurs sociaux, on a eu l'occasion la semaine dernière, lors du congrès de l'habitat, de sortir effectivement quelques chiffres, et c'est clair qu'il va y avoir une forte diminution en termes de production de logements neufs au niveau des bailleurs sociaux. On est quasiment de l'ordre d'idée de diminution par 3 par rapport au rythme des 5 dernières années sur les prochaines années. Pardon, c'est parce qu'il n'y a plus de demande ou parce qu'il n'y a plus d'argent pour le faire? J'y arrive. Le sujet n'est pas forcément une question d'argent, c'est une question c'est une question économique, mais c'est une question effectivement de demande, c'est une question de vacances, puisqu'on est à peu près, au niveau des bailleurs sociaux global, environ 1500 logements de libre à l'heure actuelle.
question d'impayés, puisqu'effectivement, on est au global, même sur ceux qui ont des logements, sur une paupérisation de la population. La Province Sud a pu annoncer, notamment la semaine dernière, du coup, qu'on était passé à 74% des demandeurs à l'heure actuelle, qui sont des foyers demandeurs, qui sont sous le SMG. Donc on a de gros problèmes pour financer justement le fait de leur donner des logements. Donc tout ça fait qu'on a une rotation qui est compliquée, parce qu'on a toujours aussi des départs, même dans les logements sociaux, des départs du territoire, des retours en famille dus à des complications économiques, mais aussi des gens qui y accèdent, ce qui est très bien. Mais tout ça fait qu'on a besoin d'avoir un vivier de demandeurs finançables qu'on trouve de moins en moins. Donc effectivement, le besoin au niveau des logements neufs, il est plus là, ce qui fait qu'on a un ralentissement très important des opérations. Ceci étant dit, comme effectivement tu l'as remarqué, il y a des pistes, et notamment en termes de rénovation. À l'heure actuelle, tous les bailleurs travaillent notamment à réadapter une partie de leur parc pour mieux répondre aux besoins de leurs ayants droit, enfin de leurs locataires. Et il y a quelques opérations de rénovation qui sont envisagées. Le problème de la rénovation, pour le coup, est davantage financière et en termes plutôt de produits, puisqu'on n'a pas accès à autant de solutions financières que pour le neuf. À l'heure actuelle, pour diverses raisons, notamment parce qu'on ne nous met pas au niveau des solutions de la Caisse des dépôts, en gros, et de l'État. Je pense aussi à la défiscalisation qui est beaucoup plus limitée sur la réhabilitation. On a beaucoup moins un champ d'action qui est beaucoup plus limité, et donc beaucoup plus de difficultés à le financer. Donc il y a des réflexions en cours, notamment, et des travaux pour ouvrir davantage ce champ possible et travailler sur d'autres sources de financement. Mais pour avoir d'autres sources de financement, il faut déjà avoir de l'argent à y mettre. Comment vous voyez les choses évoluer, Daniel Yoshida? Parce que, bon, évidemment, la commande publique, on le sait, elle a terriblement ralenti ces dernières années. Et on voit mal comment elle pourrait se relancer de façon significative vu les finances de la Calédonie. La commande privée patine aussi. Comment vous voyez les choses évoluer? Alors, effectivement, on n'est pas resté les bras croisés. À la Fédération calédonienne du BTP, on a sollicité la création d'une cellule de crise qui se réunit de manière hebdomadaire avec le gouvernement actuel, et les établissements publics, j'y arrive. Et évidemment, toutes les collectivités publiques sont invitées. Et l'objet actuellement, c'est d'éteindre le feu. Actuellement, il y a le feu. Donc, quelle est la première action? La première action, c'est d'essayer identifier tous les marchés financés prêts à démarrer, de façon à redonner immédiatement de l'activité aux entreprises qui sont en souffrance. La deuxième chose, c'est essayer de sauver la trésorerie des entreprises en accélérant les délais de paiement. On a un gros problème de délai de paiement. Donc effectivement, si on accélérait les délais de paiement, ça viendrait un peu soulager les entreprises. La troisième chose, c'est une demande forte, et je reviens pour faire la comparaison avec la cellule de crise du nickel. Il est envisagé un chômage partiel spécifique nickel. Aujourd'hui, le BTP, clairement, c'est une demande forte. C'est qu'il n'y a pas de raison que le secteur BTP ne profite pas de ce chômage spécifique. Si on le crée pour le nickel, il faut que le BTP, il faut que nos salariés en profitent aussi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux types de chômage différenciés pour le secteur du BTP et pour le secteur du nickel. Ça, c'est une demande forte des entrepreneurs pour leurs salariés. Alors ça, c'est des demandes. Elles évoluent comment? Vous avez bon espoir qu'elles aboutissent? Écoutez, c'est des messages qu'on enseigne tous les jours. Écoutez, les responsables politiques, vous connaissez très bien le milieu politique. On espère toujours, puisque notre boulot, c'est d'asséner ces messages continuellement, en espérant qu'un jour, ils soient pris en compte par les politiques. Mais j'espère, on a bon espoir, parce qu'encore une fois, on ne voit pas comment expliquer qu'un secteur en difficulté comme le BTP ne bénéficierait pas du même chômage que le secteur nickel. Alors, juste un dernier mot. Pourquoi le secteur du BTP, la crise dans le BTP est moins bien perçue que la crise du nickel? Tout simplement parce que nous, on a vécu une mort lente. Et aujourd'hui, comme je disais, on est dans le coma. Alors que le secteur du nickel, ça a été brutal.
Donc tout le monde s'est réveillé un matin en disant l'usine du Nord ferme les portes. Donc ça a été brutal. Or nous, ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme. Personne ne nous croit parce qu'on voit trois grues à la baie des Citrons ou à l'Anse-Vatin. On pense que l'activité du BTP est soutenue. En fait, il faudrait 10 fois plus de grues pour soutenir l'activité du BTP. Voilà. Christian Bruch, dans votre activité d'architecte, vous avez constaté ce lent ralentissement de l'activité ? Bien sûr. Depuis beaucoup de temps maintenant, on voit que les commandes sont beaucoup moins nombreuses. Effectivement, il y a une inertie qui, lorsqu'on voit un bâtiment en construction, il y a 1 an, 2 ans, voire de travail derrière. Donc, effectivement, pour que le travail arrive chez les entreprises, il y a tout un travail en amont. Et nous, on voit que depuis quelques mois, un bon moment, il n'y a plus ce travail-là, il n'y a plus cette demande de construction. Donc forcément, à un moment donné, ça arrive chez les entreprises et elles n'ont plus de travail. Les projets qu'on ne conçoit pas, ils ne peuvent pas être réalisés. Donc il y a effectivement différents acteurs qui doivent. Je ne pense pas qu'il y ait des solutions chez une personne, mais c'est comme on disait, le BTP touche énormément d'acteurs, que ce soit la matière première qui coûte de l'argent, les crédits, les entreprises, la demande des faiseurs, les réglementations aussi, on dépend de plans d'urbanisme, de choses. Voilà. Donc il y a tout un ensemble de choses qui interviennent dans le BTP qui font qu'aujourd'hui, petit à petit, la demande n'est pas là. Et effectivement, on constate un réel ralentissement dans notre activité. François Lebris, arrêtons-nous un instant sur l'une des propositions qui est faite, sur la fameuse question des délais de paiement qu'on entend beaucoup reprise par un certain nombre de chefs d'entreprise qui disent c'est vraiment très long. Aujourd'hui, quelle est la pratique à peu près lorsque vous faites un chantier? Vous êtes payé combien de temps après? Et vous estimeriez que le délai devrait être raisonnablement de combien? Si on veut un système équitable, nous, on est tenu de payer à plus ou moins 30 jours nos factures. On pourrait espérer raisonnablement qu'on soit payé dans les mêmes délais et le système serait vertueux. C'est loin d'être le cas. Donc il y a des bons élèves, on ne va pas les citer aujourd'hui puisque ceux-là ne posent pas de problème. On ne citera pas les mauvais, mais ils existent et pour certains ils sont même très mauvais. On arrive à être payé à 120 jours, 1 an. 1 an de retard sur des travaux pendant lesquels nous on a fait la banque. On a creusé notre déficit de trésorerie, on a dû négocier avec des fournisseurs, et tout ça c'est extrêmement anxiogène pour les entreprises, et c'est pas bon pour le climat des affaires de manière générale. Le BTP, les propos tenus autour de la table montrent que l'importance du BTP dans l'économie calédonienne. On parle de milliers d'emplois des usines qui vont être perdues. Là, nous, c'est 3000. On les a perdus déjà, 3000 emplois sur les 5 dernières années. Alors, le chiffre n'est peut-être pas exact et les délais non plus, mais c'est de cet ordre-là. C'est une partie des logements sociaux qui sont vacants. Ce sont nos salariés qui ne peuvent plus payer leur logement. Le BTP a une implication très, très large au sein de l'économie calédonienne. Et nous, on en est parfaitement conscients parce qu'on en est les acteurs, mais les décideurs qui devraient l'être ne le sont pas suffisamment, bien qu'on les alerte quotidiennement depuis des années. Donc, alors les mauvais payeurs peuvent être les privés, mais pas seulement. Il y a aussi des institutions qui ont un peu des difficultés. Tout à fait. Et un des paradoxes, c'est que les privés sont, on peut les punir. Ils peuvent faire l'objet de poursuites de la part de l'autorité de la concurrence, pas le public. Donc ça, c'est aussi, ça fausse la donne. Et le public est un privé, on peut aller voir un privé et négocier avec lui directement, le tenser un peu et encaisser de l'argent. Le public, on est démuni. Un mot sur cette crise Covid, parce qu'on a beaucoup dit à cette occasion-là que comme les Calédoniens ne voyageaient plus et dépensaient moins d'argent, ils ont beaucoup investi dans la rénovation, ils en ont profité pour faire des travaux d'intérieur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez senti dans votre activité ou est-ce que finalement c'était un peu une bulle qui n'a pas duré? Eh bien voilà, la bulle a explosé. Très vite. Ça a été le cas, oui, très vite, parce que ça a été le cas. Il y a eu des travaux qui ont été faits parce que les gens ne pouvaient pas partir. Donc là, ponctuellement, ça a donné un petit peu de travail, mais un petit peu de travail. Là, ça c'est fini. Et là, maintenant, il faut trouver d'autres sources
de travail de et de travaux pour les entreprises du BTP, les grosses et les petites. Alexandre Lafleur. Oui, je voulais juste réagir parce que pour moi, la crise du BTP elle est bien symptomatique quelque part de l'économie calédonienne dans sa globalité. Parce que, en ce qui concerne notamment les bailleurs sociaux, on voit en premier lieu des problèmes de ressources et d'emploi au niveau de nos locataires. Et donc, si on arrivait à leur offrir des emplois, on aurait moins de difficultés, on pourrait davantage construire de neuf. Et surtout, et c'est surtout lié. Et là, c'est pas que nous, c'est avant tout les privés, sur la perte de population de la Nouvelle-Calédonie et le manque d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie ces dernières années. Et le BTP, pour le coup, sur ces éléments-là, nous on le voit, mais enfin, on le voit au global, que c'est le premier impacté, clairement, sur ces éléments-là. Donc, que ça soit sur quelque part le taux d'emploi, parce qu'on est sur des populations qui sont tellement précaires. Enfin, si nos locataires avaient tous un salaire, étaient tous au SMG, on aurait beaucoup moins de difficultés. Hein. Faut bien l'avoir en tête. Donc, on est sur une grande précarité d'une partie de la population qui pourrait être solutionnée, entre guillemets, si on était sur un développement économique autre, et effectivement une perte de population ces dernières années qui a forcément impacté le secteur privé, mais également le secteur au niveau des bailleurs sociaux par rapport à la vacance, c'est évident. Et forcément, d'ailleurs, on le retrouve au niveau de la demande du BTP. Daniel Ocheda, est-ce que la situation est la même pour toutes les entreprises? On sait que c'est une des particularités du secteur du BTP. Il est constitué à la fois de grosses entreprises, d'entreprises qui ont vraiment des moyens importants, et puis aussi beaucoup de PME, voire de petites entreprises. Est-ce que tout le monde est touché de la même façon? Est-ce que, dit un peu simplement, les gros résistent mieux que les petits? Non, je crois que là, on est dans une crise générale. Alors, peut-être qu'il y a des exceptions. Et bien au contraire, il y a peut-être des petites entreprises. Alexandre parlait de la réhabilitation. C'est quelque chose, c'est une piste d'activité que l'on mentionne souvent. Je veux juste rappeler une chose. C'est que, quels que soient les marchés de réhabilitation qui seront lancés, ça ne remplacera jamais, en termes de volume, en termes d'enveloppe financière, ça ne remplacera jamais la construction du neuf. Donc, évidemment, on ne va pas cracher sur la réhabilitation, mais ça ne remplacera jamais le volume du neuf. Donc, pour répondre à votre question, Jean-François, je pense qu'il y a des petites entreprises, notamment de placo-plâtre, de peinture, etc., qui s'en sortent au niveau de la réhabilitation, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Mais ce que je peux dire, c'est que globalement, tout le secteur est en souffrance. Oui, alors vous, les architectes, évidemment, la réhabilitation, ça vous intéresse très moyennement. Christian Bruges, vous êtes plutôt porté sur des projets nouveaux. Alors, pas du tout. Bien sûr qu'on s'y intéresse à la rénovation. C'est d'ailleurs une part de marché importante dans ce qu'on fait. Mais effectivement, il faut relativiser. C'est un investissement en temps qui n'est pas le même par rapport à du neuf. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de travail, d'analyse en amont pour pouvoir préconiser les bons travaux. Donc effectivement, la rénovation reste... On ne peut pas vivre que de ça parce que c'est énormément de temps, énormément d'investissement pour... la rénovation, ça reste des petits travaux. Donc voilà. Donc c'est vrai que il faut pouvoir se diversifier. Le neuf, clairement, on n'en dessine presque plus, très peu, surtout dans le collectif, on va dire. Le logement collectif, on n'en a plus. Alors, on a l'impression de voir beaucoup de grues, beaucoup de constructions, mais il faut comprendre que c'était des projets qui ont été étudiés il y a 2 ans, 1 an. Donc, nous, en ce moment, on ne dessine pas. Donc, ça veut dire que courant 2024, fin 2024... il y aura presque plus de construction collective. Donc l'impact du neuf, effectivement, est important. Comme le souligne Daniel, aujourd'hui, c'est ce secteur-là qu'il faut privilégier pour essayer de s'en sortir. Daniel Ocheda. Oui, alors, effectivement, je voudrais préciser, c'est un débat qui a lieu en métropole aussi. Il y a certains qui sont pour le choc de l'offre. Ce qu'on appelle le choc de l'offre, et d'autres, et notamment les professionnels, disent au gouvernement qui propose le choc de l'offre, non, il faut surtout créer un choc de la demande. Je m'explique, le choc de l'offre est inutile. Quand on entend Alexandre parler de logements vacants, il faut peut-être plus créer de logements supplémentaires pour la location. En revanche,
le choc de la demande, s'intéresser aux gens qui veulent accéder à la propriété, leur faire dans des coûts raisonnables des habitations qu'ils puissent payer avec leur salaire, je crois que c'est vers cette piste-là qu'il faut s'orienter. Donc c'est un choc de la demande. Alors, moi, je suis toujours un peu surpris. On fait des colloques, des études, des réunions sur l'habitat océanien, sur ce qui est adapté à nos populations, etc. Je ne sais pas ce qu'il en sort. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faudra qu'on se mette tous autour d'une table pour dire quel est le type de logement qui conviendrait à nos populations et auquel ils pourraient accéder. C'est surtout ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut s'orienter vers le choc de la demande et travailler vraiment sur cette accession à la propriété. Alors le moment est mal choisi, on est en pleine crise économique, on est en train de perdre des emplois, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'intéresser pour le futur, j'espère bientôt, parce que j'espère que le pays va redémarrer. Alexandre Lafleur. Oui, alors je suis tout à fait en phase avec ce que Daniel vient de dire, en l'occurrence sur l'accession. Même si effectivement on observe une paupérisation, enfin une perte de ressources au niveau de nos locataires de manière générale, l'année dernière on a quand même eu une augmentation de ceux qui sont partis pour de l'accession. Donc de notre côté, clairement, on travaille énormément au niveau du FSH sur les projets d'accession et plus ça va aller, plus on va se concentrer là-dessus. Par contre, je voulais préciser quand même que sur la réhabilitation, oui, on ne sera pas au niveau du neuf des plus belles années, mais la SIC a annoncé sur une période assez longue, je ne sais plus, c'est 5 ou 10 ans, ils étaient prêts à investir 3 milliards par an, ce qui est quand même loin d'être négligeable quand même, dans la période actuelle. Donc, par rapport aux besoins qu'ils ont au niveau du parc, parce que c'est quand même le parc le plus vieux au niveau de la SIC, il y a vraiment quand même du volume à faire. Enfin, faut que ça soit clair. Après, je suis d'accord que c'est pas forcément exactement les mêmes. Tous les corps d'État ne sont pas forcément impactés de la même façon que dans le neuf. C'est pas le même travail, ça c'est sûr. Mais il y a on a un gros manque quand même sur les travaux de réhabilitation et de rénovation urbaine en Nouvelle-Calédonie par rapport à ce qui est fait en métropole. Et il y a clairement des choses à faire. Enfin, et il y a du volume à faire. Alors ça, je veux que ça soit clair. Il y a effectivement du travail à faire également aussi au niveau de l'accession. Il me semble que la SEM d'Habitat aussi réfléchit pas mal à la question. Donc, c'est des pistes qui sont effectivement travaillées. Un mot, parce que Daniel Ocheda l'a évoqué très rapidement, puis on va mettre un terme à cette émission sur la réflexion sur l'habitat océanien, sur les nouveaux matériaux qui peuvent servir dans la construction, qui offrent peut-être des nouvelles perspectives. Il y a aussi ce référentiel qui a été mis en place pour aider finalement à l'assainissement du secteur du BTP. Est-ce que cette question des nouveaux matériaux, c'est des pistes qui sont intéressantes pour vous, Christian Brouille? Est-ce que vous pensez que ça pourrait déclencher quelque chose? Ça peut participer. Ça peut participer, mais ça ne va pas forcément résoudre tout. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment un ensemble de choses. Les matériaux, ils coûtent assez cher ici lorsqu'ils arrivent sur le territoire. Donc ça participe au prix global du projet. Aujourd'hui, la plupart de nos clients nous demandent de baisser les coûts. C'est des projets, des fois, pour qu'ils sortent, on doit aller chercher des solutions économiques pour baisser les coûts. Donc du coup, c'est vrai que la matière première est un sujet important qui a développé, mais comme les banques, comme le droit à bâtir, comme voilà, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, et je pense que c'est une réflexion collective qui apportera une solution plus qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui, intervenir sur un seul élément, ça ne va pas forcément impacter la construction dans sa totalité. Et la question du référentiel de construction, François Lebris, qui a mis un certain nombre de normes en place pour éviter qu'il y ait des abus, des malfaçons et un certain nombre de choses. Ça porte aussi sur les garanties. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Ça a aidé, selon vous, par rapport à la situation actuelle ? Alors ça a éclairci certains points sur de la construction, mais c'est un des paramètres sur lesquels il faut travailler. Les entrepreneurs sont des gens impliqués, et si on veut rendre vertueux la construction, on y participera, mais c'est pas là. On a besoin d'un plan d'urgence et de travaux
Oui, dans de meilleures conditions, avec de meilleurs produits, mais si c'est pour enchérir la construction, il faut plutôt mettre l'accent sur du travail. 3 milliards par an sur 10 ans disponibles, mais c'est formidable. Mais les mois passent et on les voit pas, ces milliards rentrés, injectés dans l'économie. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait qu'on travaille, avec le volet écologique, les bâtiments vertueux, oui. Daniel Ochida. Oui, c'est juste pour résumer, sans nier l'intérêt que représentent tous ces nouveaux matériaux qui sont mis en avant, je pense que le béton a encore de l'avenir, mais je le dis de manière égoïste peut-être. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ces Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.